Bien le bonjour. Il y a 1 an, ou 2, ou je sais plus, j'ai commencé un challenge complètement fou pour un artiste qui crée des histoires. Retracer du plus loin que je me souvienne les personnages que j'ai inventés durant toute ma vie. C'est une façon de se faire une rétrospective sur qui on est, ce que nos personnages signifiaient à chaque époque de notre vie. Si vous voulez faire ce challenge, voici les règles. Vous devez dessiner chaque personnage que vous avez inventé et qui sont importants. Qu'est-ce que veut dire important ? Parce qu'on a tous une définition différente. Eh bien, c'est une définition qui varie pour chacun, mais pour faciliter les choses, ce sont des personnages qui ont 2 ou plus des caractéristiques suivantes. Une histoire, une personnalité, un nom, un design, un but dans la narration. Par exemple, si on regarde LMDE, pour ceux qui suivent l'histoire, Tempête de pluie est un personnage important. Il a toutes ses caractéristiques. En revanche, quelqu'un comme Duvet de Bardane, qui est mort 14 ans avant le début de l'histoire et qui donc n'a qu'un lien de famille et un nom, ne l'est pas. Ainsi donc, on peut définir un personnage qui est uniquement ce qu'on appelle dans le jargon un placeholder, c'est-à-dire qu'il existe pour combler un vide, ou bien un personnage que vous savez existe parce que l'intrigue le demande, mais que vous n'avez rien de plus sur lui que le rôle qu'il va jouer. On peut considérer ces personnages comme non importants et donc pas nécessaires pour ce challenge. La deuxième règle, c'est de les dessiner dans leur ordre de création. Si on fait un travail introspectif, qu'on cherche à comprendre comment on crée un personnage et comment il a évolué, retracer le plus fidèlement possible son parcours rend ce challenge intéressant, car il nous apprend sur nous-mêmes. Ainsi, certains de vos personnages pourront avoir plusieurs versions, celle datant de sa création et la plus moderne interprétation. Enfin, dernière règle, le but, c'est de s'amuser. Voir son évolution, se souvenir des bons moments passés avec chaque personnage, mais en aucun cas finir complètement ce challenge indique la réussite de celui-ci. Tout ceci étant dit, nous nous étions arrêtés dans le dernier épisode sur le gang de Capitaine Biscotte, le bébé pirate dont l'histoire m'échappe complètement. Tout ce que j'ai, c'est un très vieux carnet de croquis sur lequel j'ai dessiné certains personnages. Donc, comme j'ai peu d'informations, pas vraiment d'histoire, et les dessins d'une petite fille de 6 ou 7 ans, voire moins, je suis assez libre de réinterpréter ce qu'était Capitaine Biscotte et son équipage de toddlers féminins. La première de cette liste de 5 s'appelle Zigzag. De son illustration, je déduis déjà que ce n'était pas ma préférée. Je veux dire, elle a un pantalon et des couleurs dégueulasses. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle a dans sa main une loupe ? C'est pas très scientifique tout ça. Hein. Même si j'ai barré le dessin du bas, c'est clairement la version qui m'inspire le plus. Déjà parce qu'il n'y a pas cette affreuse combinaison de vert foncé et magenta de ses morts. Ensuite, comme me l'a fait remarquer Cara, on dirait qu'elle est gothique. Est-ce le teint blanc cadavérique, le giga rouge à lèvres noires ? Peu importe ce que c'est, un bébé scientifique fou avec un maquillage gothique paraît tout à fait approprié pour le style de Capitaine Biscotte. Parlons un peu de ce style d'ailleurs. La dernière fois, c'était clairement pas maîtrisé. Et j'ai été tellement inspirée par ce qu'a fait mon ami Big Bad Villain en redessinant Capitaine Biscotte que j'ai décidé de step up my game. Non mais par contre vraiment, regardez-moi cette merveille. Allez voir son compte Instagram s'il vous plaît, genre il fait des trucs de fou, il prend des commissions, il a vraiment un talent phénoménal. Bref, pour ce coup-là, en plus de son dessin et de son style, j'ai vraiment observé attentivement le style des BD franco-belges, notamment Gaston Lagaffe, dessiné par Franquin. Et vous le voyez dans l'évolution de mes essais pour Zigzag, au début j'étais prudente, je répétais le style d'il y a 1 an, et puis j'ai commencé à me lâcher, à chercher des formes plus caricaturales, à ajouter du mouvement, à me détacher finalement de l'image que je me faisais d'un bébé. J'ai choisi, pour son style vestimentaire, de lui donner une veste de scientifique évidemment trop grande. Idée, encore une fois, inspirée par Big Bad Villain. Je sais pas, je trouvais juste ça trop charmant, la façon dont il a vraiment pris l'idée que ce soit des bébés qui font avec ce qu'ils trouvent, et que du coup c'est pas forcément leur taille. Je voulais également essayer d'intégrer un peu plus le nom au design, donc dans la forme de ses cheveux et les attaches de sa veste. Un autre point qui était important pour moi d'améliorer, autre que le line, le dynamisme, la variété des poses et ainsi de suite, c'était les crânes.
Ils sont censés être des emblèmes, des représentations de chaque personnage. Et disons que les derniers que j'ai faits, c'était le minimum syndical. Donc là, je m'applique à laisser transparaître son nom, sa personnalité, et donner à chacun d'eux un style vraiment unique. Maintenant, pour combler le reste de cette section, parlons un peu de la personnalité de Zigzag. Alors, comme encore une fois, l'histoire n'était pas vraiment écrite, je vais principalement inventer. J'imagine qu'elle est une scientifique folle qui adore la chimie par-dessus tout. Sans doute à cause de son manque clair de précaution et le fait qu'elle doit respirer à longueur de journée des fumées toxiques. Les enfants, faites attention quand vous faites de la chimie ou de la résine époxy, portez des gants et ne respirez pas l'air autour de vous, s'il vous plaît. Elle a dû développer des petites séquelles mentales. Bref, elle est loufoque et poursuit des expériences pour le moins dangereuses. Ceci étant dit, une passion n'en empêche pas une autre. Elle est une gothique dans l'âme qui rêve de se trouver une veste de chimie noire. En attendant, elle se barbouille le visage de maquillage blanc qu'elle a probablement fait elle-même à partir de plomb, j'imagine. Ce qui doit contribuer à son absence de longévité présumée. Sa couleur préférée, malgré tout, n'est pas le noir, mais le vert. Vert arsenic, vert radium, elle est fascinée par ce qui fera briller ses ongles dans la nuit. Elle n'a pas de super pouvoir, mais sincèrement, les gens doivent tomber comme des mouches autour d'elle à cause de son taux de radioactivité. Donc je suppose qu'elle a accidentellement le super pouvoir de donner le cancer aux gens qu'elle croise. Mais vous allez me demander, comment fait-elle pour survivre elle-même ? C'est un bébé scientifique gothique. Elle est faite en scénarium. Sa boisson préférée, le lait parfumé à l'absinthe, principalement parce qu'il est vert, secondement parce que c'est un poison et qu'il faut bien commencer quelque part. Ses chiffres porte-bonheur sont le 88 226 et le 92 238.03. Je vous laisse deviner pourquoi. Je pinerai dans les commentaires celui qui trouve. Sa pierre de naissance, le cinabre, et son signe astrologique serait, le cancer. Son eau de parfum favorite, l'Aquatofana. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur son design, puisqu'en fin de compte, il était assez évident à trouver. Des gants de méchant, des lunettes teintées de vert, son rouge à lèvres noir et une veste scientifique mal boutonnée. Voilà tout ce dont on a besoin pour faire une scientifique complètement déjantée. J'apprécie quand même la grosse évolution entre le premier jet et le dessin final. Franchement, elle a plein de personnalité. Jam, le deuxième personnage, est sans doute celui que je préférais à l'époque. C'est elle qui m'a le plus marqué avec sa petite sœur. Sur le dessin, on peut voir que je suis une merde en orthographe depuis toujours, puisque la confiture en anglais ne prend pas de E. Et aussi que son seul rôle, son métier, c'était d'être imprudente. En bas, oui, c'est une tentative de pose compliquée et une tentative, je dis bien tentative, de représenter un crocodile. Je note aussi que sa palette de couleurs, c'est juste fast-food. Bon, autant je suis triste de ne pas avoir pu garder le crocodile, ce design-là avait bien besoin d'être dépoussiéré. J'ai gardé l'idée d'une pose dynamique, si possible d'une action complètement stupide, mais c'est surtout dans sa garde-robe que les choses bougent. La jupe se transforme en jupe de sport avec un petit short, parce que sa pose où elle est à l'envers, la jupe elle tombe un peu. Je lui donne des lunettes de soleil cool, qu'elle a réussi à casser, et le crocodile est devenu une formidable paire de crocs patins à roulettes. Son crâne m'est venu très vite. Un smiley à lunettes avec une dent manquante, ça allait vraiment bien à l'esprit intrépide et inconscient du personnage. Ce qui est drôle, c'est qu'un jour, peut-être vous verrez, j'ai réadapté cette histoire et les crânes sont devenus des smileys. J'aime me dire que j'ai fait un hommage à cette première réécriture de Capitaine Biscotte. Quant à la palette de couleurs, j'avais 2 points importants. Déjà, comme elle a une sœur, je voulais trouver une teinte qu'elle pourrait partager, sachant qu'originalement, Jam avait les cheveux châtains et sa frangine blonde. Ensuite, je voulais m'inspirer des confitures dont elle porte le nom, des teintes fruitées, rouges, agréables à l'œil, qui feraient pas publicité quick quoi.
Jam était ma chouchou parce qu'elle est complètement survoltée, intrépide et stupidement courageuse. Maintenant que j'y pense, j'étais prédestinée à aimer Borderlands. Elle n'a pas grand-chose à faire de l'autorité, et je suppose que moi, qui suis quelqu'un de plutôt réservé dans les actes, son esprit de liberté m'inspirait beaucoup. Elle est du genre à faire tous les challenges stupides sur Internet, tous les jeux concours, et sans doute qu'elle est cette amie qui, en plus d'envoyer des mèmes en permanence, et communiquer uniquement par GIF tout en les appelant GIF, vous invite à tous les jeux mobiles et vous envoie toutes les chaînes qui existent. Si elle était un personnage de D&D, elle serait sans doute une orque barbare dont certains mots communs tels que bonjour ou jambon, connus uniquement d'elle et du Game Master, seraient l'équivalent de la plus haute insulte qu'on puisse lui faire. Elle serait bien entendu d'alignement chaotique neutral et prendrait toutes les décisions les plus dangereuses et stupides, ce qui lui vaudra d'être à son 24e personnage. Son jeu préféré, Skyrim, parce qu'il ne manque pas d'exploits qui rendent l'expérience absurde. Son signe du zodiaque serait le lion, quoique taureau serait un bon deuxième choix. Et elle rêve de descendre le mont Everest en luge. À mon avis, elle est même assez chaotique pour faire ses courses avec des coupons découpés dans les magazines. Ah, et comme avec Kara, on se sent mal de la perte de son crocodile, on a eu l'idée de lui donner en animal compagnie. Mais attention, pas un petit crocodile comme Gummy dans My Little Pony. Non, plutôt le crocodile domestique de Pearl, le genre à tenir avec une chaîne et qui mangerait sa maîtresse s'il le pouvait. S'approcher de Jam doit parfois être terrifiant. Confiture. Voilà un autre personnage dont le rôle dans l'équipe est... Disons qu'à cet âge-là, j'étais pas au-dessus du comic relief qui ne fait que manger. Mais pour moi, Confiture n'est pas grosse. Alors par contre, j'ai aucune idée d'où s'en vont les calories, sans doute dans l'effort de mâcher, ou la pousse de ses cheveux blonds. C'est la sœur de Jam, si vous ne l'avez pas déjà remarqué au nom. Merci les parents d'ailleurs, Et j'ai pas grand-chose à dire sur son dessin originel, si ce n'est qu'elle a l'air trop heureuse de manger ses tartines. Son design, pour moi, passe beaucoup dans sa posture et sa nonchalance. Le jaune m'a inspiré le miel, plutôt que le beurre dont je crois que c'était l'inspiration d'origine. Et avec le miel, m'est venue en tête l'idée de l'ours. Est-ce que c'est une sorte de version Wish de Winnie l'ourson ? Oh, au moins elle est pas pire que celle du film d'horreur. Sa robe est devenue trop courte, puis mal entretenue, de même que ses cheveux, parce que voilà la tignasse. Ça doit être un enfer de la coiffer, aucune chance qu'elle en ait quelque chose à faire. Sa seule passion dans la vie est manger. Ah, je sais où sont passées les calories. Vous savez, on dit souvent que les personnes ont des cheveux gras. Imaginez ceux de Confiture. C'est là que les calories suintent. Bref, la question existentielle qui la travaille, c'est qu'est-ce qu'elle va manger à midi et son pire cauchemar, ne plus avoir à manger. J'aime beaucoup le grotesque de ses formes, son gros nez, ses petits yeux, son ventre tendu et son gros nombril. Je pense que de tous les personnages, c'est Confiture qui incarne le mieux les valeurs qu'elle représente. C'est pas toujours facile quand on a l'habitude de dessiner des personnages généralement bien proportionnés, pour ne pas dire BG, de se forcer à accentuer des défauts. Le style franco-belge est vraiment intéressant pour ça. Pour les couleurs, on n'est pas bien loin de la référence d'origine. Ses cheveux ont seulement pris le châtain clair qu'elle partage avec sa grande sœur, et j'ai utilisé le même rouge framboise. Pour une raison ou une autre, Confiture est toujours iconique dans mon esprit. Son duo avec sa sœur est cher à mon cœur. L'une complètement dispersée, l'autre uniquement focalisée sur une seule chose. Jam, je pense, protège Confiture. Mais à vrai dire, Confiture n'en a juste pas assez à faire de quoi que ce soit pour se sentir menacée. Sérieusement quoi ? On va la traiter de grosse ? Il va lui voler son goûter ? Bon, pour l'insulte, déjà il faut remettre les choses en place. Tant que tu n'es pas un pot de confiture, c'est même pas comme si elle va calculer ta présence. Tu es insignifiant pour elle.
Ensuite, lui voler son goûter, qui est quelque chose d'un peu plus personnel quand on la connaît. Ah! Mais qu'elle a déjà 40 coups d'avance, sous la forme de 40 goûters différents qui l'attendent quelque part. Genre dans ses cheveux, ou dans un casier, ou derrière un pilier. Elle non plus n'est pas censée avoir de pouvoir magique. Je dis tout ça parce que... vous verrez. Mais elle pourrait entrer dans son pays à un incroyable talent grâce à sa capacité de toujours trouver à manger. Sauf que je crois pas qu'elle en aurait quoi que ce soit à faire non plus d'être célèbre. Un peu à la manière de Po dans Kung Fu Panda, je pense qu'elle a autant d'aptitudes, voire même plus que sa sœur en termes de sport. Mais qu'à part pour récupérer de la nourriture, aucune chance qu'elle ait ne serait-ce que l'envie de mettre autant d'énergie à seulement y réfléchir. Voilà Confiture pour vous. Elle aime dormir, manger, 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 manger. Son totem indien serait l'ours de l'amour du repas et son signe astrologique les poissons, car c'est le seul signe qui se mange. Sa planète dominante est la lune, car tout le monde sait que la lune est en fromage. Et sa pierre de naissance, le Ferrero Rocher. Nougatini... Non, Lucie, non. Nougatine. Elle, pour le coup, a un pouvoir. Et c'est tout. Et elle est habillée en bleu. Et on voit son nombril. Ouais. Là, on arrive dans les personnages qui n'étaient pas iconiques. Bon, va falloir interpréter. Déjà ce nom. Bon, j'imagine que dans une histoire qui s'appelle Capitaine Biscotte, je peux pas dire que j'ai une obsession avec la nourriture. Mais et si son pouvoir était lié à son nom? Genre, la capacité de matérialiser de la nougatine. Ok, ça a l'air nul. Mais vous avez déjà fait de la nougatine? Vous savez à quel point c'est chaud sa mère? On a une piste. Puis un pouvoir, une super-héroïne peut-être. Les super-héros ont toujours un drame qui déclenche leur pouvoir, à part le drame d'avoir beaucoup d'argent. Disons que, suite à une brûlure au 3e degré par de la nougatine au rayon gamma, avec 5e, Nougatine, de son vrai nom Lucie, a acquéri le pouvoir de créer ce délicieux caramel. Dame, maintenant que j'y pense, elle va être la meilleure amie de Confiture, juste pour ça. Mais enfin, quelqu'un qui fait une boule de nougatine en sucre bouillant doit être absolument terrifiant à y réfléchir. Oh mon Dieu, imaginez-la dans une partie de ballot prisonnier. Ce qu'il faut savoir d'une brûlure au sucre, c'est que c'est l'enfer. Le nougat blanc se fait avec un sucre à 140 degrés Celsius et le caramel dur de 170 à 180 degrés Celsius. Donc elle est capable de créer une substance chauffée jusqu'à 180 degrés Celsius qui colle à la peau, aux vêtements, aux cheveux. Or, selon les travaux de Moritz Henrich en 1947 et publiés par l'Institut national de santé publique du Québec, il suffit à une substance à 60 degrés Celsius de 4 à 5 secondes de contact pour provoquer une brûlure du second degré. À 70 degrés Celsius, ce délai n'est plus que de 1 seconde. Maintenant, imaginez à 166 degrés Celsius comme le recommande ma pâtisserie française pour faire une nougatine réussie. Bref, c'est décidé. Nougatine sera la joueuse de ballot prisonnier la plus terrifiante du monde. Elle donne d'ailleurs une nouvelle définition au nom anglais de ce sport, dodgeball. Le bleu va devenir la couleur de son maillot de sport et comme tout bon super-héros, elle portera une cape faite avec les moyens du bord. Ici, une serviette de bain. Peut-être celle-là même qui fut passée sur son visage après l'accident. À force de puncher sa nougatine en ébullition, j'imagine qu'elle a fini par se brûler les bras aussi. Et pour honorer l'aspect constellé de cette délicate friandise, je la vois bien avoir un style à peine décorat, où elle s'accroche des stickers et tatouages de Malabar sur le visage. Malgré sa blessure, pour le moins intense, elle est une très belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle aime rigoler qu'on a dû prendre la peau de ses fesses pour la greffer sur son visage et autorise ainsi qu'on la nomme face de cul. J'ai aucune idée si les chirurgiens feraient ça, mais c'est pour exprimer comme elle perçoit son accident.
Il reste terrible, mais il ne lui enlèvera pas son humour, ni sa joie de vivre, et certainement pas son autodérision. Elle n'est pas sans armes, c'est littéralement, si vous voulez mon avis, j'aimerais vraiment pas me retrouver contre elle, face à un monde qui la jugerait pour quelque chose qui est hors de son contrôle. Et surtout, elle considère que sa cicatrice mérite tout autant d'être maquillée que la partie de son visage intacte. Je pense qu'en grandissant, elle aimerait soit devenir sportive professionnelle, soit make-up artiste. J'imagine que vu ses proportions, c'est la plus âgée du groupe pour l'instant. Bref, j'aime beaucoup Nougatine parce que... En vrai, je pense que c'est une fille que j'aimerais connaître. Juste active, sportive, pleine d'humour et extrêmement positive. La dernière des 5, Lamantine. Bon, déjà adressons l'éléphant dans le couloir, ou plutôt le Pokémon dans la vidéo. Oui, Lamantine est bien le nom d'un Pokémon. Et non, je ne crois pas y avoir fait une référence consciente. Je pense que dans ma tête, ça sonnait juste bien et féminin. J'essaie de ne pas renommer les personnages que j'ai inventés à l'époque, parce que ça va assez contre l'esprit du challenge, mais je dois avouer que Lamantine... ça va être dur de résister. Surtout que regardez, le personnage est excellent. La petite robe rouge, la rose dans des cheveux délicatement bouclés. Et qu'est-ce que tient cette très jolie demoiselle, visiblement designée pour l'être? Mais une giga massue avec des pics qu'elle a apparemment, si on en croit son job, inventé. Mais quelle menace! Lamantine a été très simple à contextualiser. Je vais dire... L'idée d'une petite poupée trop mimi avec une arme de destruction massive, on est totalement déjà dans l'esprit délirant de Capitaine Biscotte. J'ai même pas besoin au script de faire des blagues sur des poisons ou des recherches sur la science de la nougatine, elle est déjà une blague elle toute seule. Mais pour étoffer son concept cependant, et en restant dans l'esprit instauré, avec Nougatine et sa cape serviette de bain tenue par des pinces à linge, les inventions de Lamantine sont faites avec les moyens du bord. Sa masse est un ballon de football percé de couteaux, bouts de verre, tire-bouchons, accroché au moyen de colle, couture ou scotch. Très sécurisé. Sur sa tenue, elle a son petit kit de couture accroché à sa jolie robe qu'elle-même ou sa mère a réalisée. Son crâne représente ainsi la fabrication d'armes par les couteaux et la couture délicate par le fil et l'aiguille. La rose est son symbole par excellence, ce qui en langage des fleurs veut dire amour passionné, amour infini, amour déraisonné, déraisonnable et éternel. Merci bergamote.fr. L'association du rouge, des cheveux bruns et de la rose m'a fait penser aux sévillanes, et donc à une origine hispanique ou latine. Je voulais donc lui donner une teinte de peau plus foncée, d'autant que, malheureusement, quand j'étais petite, j'étais un peu victime du racisme non intentionnel. Enfin victime. Non, je le perpétuais plutôt. Et aucun de mes personnages ne sont noirs. Je jette pour le coup la faute au manque de diversité dans les médias, où toutes les jolies princesses étaient blanches. Heureusement, on a commencé à sortir de cette sombre période. Enfin, plus littéralement de cette claire période, l'absence de sombre étant son problème. Et par conséquent, j'espère, même dans cette série, trouver des occasions de mettre des couleurs de peau diversifiées, même si elles n'étaient pas là à la base. Est-ce qu'on peut faire une petite aparté sur le fait que les personnages de couleur dans les dessins animés de mon époque, c'est-à-dire les années 2000, venaient soit de la street, soit parler de gens pauvres, d'esclavagisme, de sauvages ou autre joyeuseté. Ou alors étaient le comic relief. Ou juste des personnages de background inintéressants. Heureusement que Katara existait. Et Zia aussi dans les Cités d'Or. Et bien entendu, merci à Michel Oslo pour Kirikou et Azur et Asmar. Cet homme, je respecte énormément ce qu'il a voulu faire de son œuvre. C'était une représentation qui était absolument nécessaire d'avoir. Surtout dans un pays comme la France qui a quand même un gros passé colonial. Hein. Après, il doit y avoir d'autres exemples de bons personnages de couleur dans les années 2000, mais ceux auxquels j'avais accès étaient limités à ce que je viens de citer.
Est-ce que c'est bête par contre comme ça a un impact sur la psyché d'un enfant? Parce que sincèrement, j'étais très amie avec une personne de couleur et je ne me souviens pas avoir jamais pensé que sa couleur était anormale ou laide. Au contraire, elle a toujours été super jolie cette fille. Mais en ce qui concernait les personnages de fiction, différentes couleurs de peau ne me venaient même pas en tête quand je les créais. C'était juste pas possible, ou sombre est égal méchant, ou pas beau. Ouais, j'ai vraiment de ce dernier truc. Bref, aujourd'hui j'ai grandi, j'ai quitté mon point de vue désespérément occidentaux-centré, et je considère donc que je peux me permettre d'ajouter de la diversité que je n'imaginais pas possible quand j'étais petite, vraiment tristement. Tout comme je vais me permettre finalement de changer ce nom stupide de Lamentine par Valentine. Le truc, c'est que le V sera sur le côté, presque comme s'il formait un L, ou plus précisément, c'est un L en billet qui forme un V. Donc on a le lien avec Lamentine. Et oui, les petits malins me diront « Mais cuillère, ton orthographe est toujours à la ramasse. Changez le V de Valentine en L, ça fait Lalentine !» Et je vous réponds « Ouvrez votre cœur !» Valentine, dont le nom fait d'ailleurs un rapprochement accidentel avec les roses, zozote ou bégaie. Elle a du mal à prononcer son nom et du coup le prononce Lamentine ou quelque chose du genre. Voilà votre lien. C'est une petite fille toute pimpante, très propre, très féminine, qui adore jouer à la poupée. Bref, qui a absolument tous les clichés d'une fillette hétéronormée. Mais c'est surtout une imagination fertile et créative qui adore par-dessus tout imaginer des concepts d'armes. Être féminine n'empêche pas de jouer aux soldats et à la guerre avec les dites poupées. Plus grande, elle voudrait devenir militaire ou manufactureuse d'armes à feu ou encore styliste pour l'armée, car les uniformes sont vraiment beaux. Elle déteste quand les garçons lui disent qu'elle ne peut pas jouer à la guerre avec eux, alors pour leur clouer le bec, autre que littéralement avec une agrafeuse, elle a demandé à son papa de l'emmener faire du parachutisme. Dans sa tête, sa petite robe est par ailleurs conçue pour agir comme un parachute, à la manière de sa figure préférée, Princesse Peach. Enfin, son bégaiement la rend inarrêtable quand il s'agit d'imiter le bruit d'une mitraillette et elle rêve de démonter un tank. Par conséquent, elle est très amie avec la mécanicienne du groupe, Noisette. Ah, et évidemment, son prince charmant se trouve en première ligne et mourra sans doute à la guerre. Voilà pour nos 5 lurons et cette vidéo. Je suis vraiment fière de ma progression ces dernières années. Que ce soit le line, le style ou la mise en page, j'ai vraiment évolué par rapport aux 5 premiers de la liste. Je vous fais un petit comparatif pour rigoler. En plus, je me suis vraiment amusée à écrire cet épisode et puis toutes ces blagues. Dites-moi en commentaire laquelle de ces demoiselles vous fait la plus rire, laquelle vous souhaiteriez être. Et les 5 prochains de la liste seront Mathilde et Loupia, gardiennes de cristal. Elles sont aussi chiantes que leur nom et leur profession indiquent. Leur donner une personnalité va être fun. Ensuite, Laura et Meg, qui sont des combattantes. Meg a un hachoir. Je suis assez hype pour celle-là. Et enfin, Scamandie. Vous n'êtes pas prêts pour Scamandie. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura fait rire. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour arrêter d'être raciste. Quoi, c'est pas ça ma phrase d'outro ? Eh ben, ce sera ça pour cette fois-ci.